J'ai trop tourné de bêtes. Voilà. Voilà, on a 16 participants. Eh bien, je vais démarrer l'activité tout de suite, comme ça vous pourrez dès maintenant envoyer un mot. Donc, vous écrivez le mot dans la fenêtre en dessous et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton à côté « Envoyer » pour qu'il soit pris en compte. On voit souvent les mots qui reviennent en premier comme bien-être, dialogue social. Les RPS, c'est vrai que c'est souvent relié entre les deux dans notre esprit. Donc, plus le mot revient souvent, plus il sera gros dans le nuage de mots. Patrick, si tu veux en profiter pour dire un petit mot sur ces notions de QVT, n'hésite pas. Ça meuble un peu. Oh, je crois que j'ai dire assez peu de choses finalement, parce que c'est malgré tout l'objet de la matinée. Donc déjà, merci de m'accueillir. On est parti avec l'équipe de la REC pour 15 jours de travail en commun. Ça fait plaisir de voir autant de monde sur un webinaire dans le réseau, sur un sujet qui a quand même été fortement mis en avant avec à la fois la crise sanitaire et à la fois Objectif Reprise, le projet qui était porté par le réseau Anactaract. Qui visait la QVT et la performance. Je crois que mon performance est apparu dans le nuage de mots déjà. On s'est rendu compte depuis quelques temps qu'il y avait un vrai besoin des entreprises de s'orienter sur ces questions, au-delà de ce qui peut être, entre guillemets, périphérique à la notion, au-delà de choses qui peuvent relever. Quand je dis périphérique, je pense à de la sociologie, je pense à du tai chi, du bien-être, enfin, je caricature un petit peu, mais on est bien au cœur de la discussion aujourd'hui. On a vu que la crise nécessitait des réorganisations qui se sont faites au fil de l'eau par les échanges entre les directions et les salariés ou les agents publics. On a vu que, bon an, mal an, ça fonctionnait quand tout le monde discutait sur le travail et la manière de réaliser. Et je pense qu'en ayant dit ça, on a résumé globalement tout ce qui était autour de la QVT. Je viens de couper l'arbre sous le pied de Thomas, mais c'est une notion qui vient de très loin malgré tout et qui a vraiment un ancrage théorique, même si en France, elle a apparu uniquement dans les années 2000, portée par le réseau Anactaract historiquement. C'était le sujet de la première semaine pour la qualité de vie au travail, il y a très longtemps, et avec un gros travail d'élagage qu'on a pu faire sur la base des travaux anglo-saxons en particulier. Donc, on va voir, et comment le présentera bien, qu'on est sur quelque chose qui court depuis 50, 70 ans malgré tout, avec un premier accord national interpro en 2013, un deuxième plus récent en fin d'année 2020, si je ne dis pas de bêtises, et qui élargit en fait à la demande des partenaires sociaux la notion de QVT, tout en renforçant l'approche qui est portée par le réseau Anactaract historiquement. Voilà, je ne vais pas en dire plus, ça va être l'objet j'espère, beaucoup d'échanges. Voilà, donc n'hésitez pas à garder toutes vos questions sur la fin. Si vous avez des questions qui viennent à l'idée tout de suite, n'hésitez pas aussi à les mettre sur le chat, comme ça on ne les perd pas et on y répondra à la fin. Donc le nuage des mots est bien fourni, on voit que le bien-être reste au centre, le dialogue aussi et l'écoute sont des mots importants qui font sens, qui viennent rapidement à l'esprit quand on parle de QVT. Et maintenant, on va voir si ça rejoint un petit peu cette façon dont on la transmet au sein du réseau Anactaract, et surtout si ça rejoint les objectifs qu'on essaie de se fixer quand on veut la mettre en place, qu'on veut mettre en place, du moins en entreprise, une démarche de qualité de vie au travail. Alors, que je reprenne la bonne fenêtre à partager. Voilà. Donc, pour cette présentation très courte et succincte, je vous le rappelle, on va revenir un petit peu aux fondamentaux, c'est-à-dire aux origines. C'est toujours bon de se rappeler d'où ça vient et le pourquoi, parce que ce n'est pas un concept aussi récent qu'on le croit, même beaucoup plus ancien. Moi-même, quand j'ai commencé dans le réseau ici, j'étais un peu surpris. Mais on trouve le support théorique de la QVT dès les années 50. À l'origine de ce concept,
qui sont issus des travaux d'Eric Trust, ou Trist plutôt, je ne sais pas trop comment, je suis très mauvais en prononciation anglaise, vous m'excuserez, mais qui est un scientifique anglais du Tavistock Institute de Londres, et il cherchait à comprendre et à donner un modèle plus explicatif en fait, à un profond changement d'orientation dans la vision du travail dans le monde d'après-guerre, tout simplement. Parce qu'il faut se rappeler qu'en 1945, vous avez un public au travail qui a connu la Grande Dépression de 1930, puis la guerre mondiale. Tout ça a entraîné une certaine aspiration à redéfinir les valeurs sociales, à se recentrer sur nos objectifs de vie, tout bêtement. Et cela se voit particulièrement dans l'environnement organisationnel et industriel par la création des premiers syndicats, l'apparition de l'assurance chômage, la législation sociale en faveur de l'assurance santé des travailleurs, sans oublier aussi les femmes qui investissent le monde du travail et qui souhaitent se faire entendre à juste titre. Donc, toutes ces considérations sociales et organisationnelles montrer l'importance déjà des collectifs de travail et aller vraiment à contresens du taylorisme. Le taylorisme qui était vraiment le modèle dominant à l'époque pour tout ce qui était travail à la chaîne. Pour rappel, même encore aujourd'hui, c'est encore appliqué dans certains secteurs, mais son objectif était de pouvoir rationaliser le travail par une organisation scientifique élaborée dans un bureau des méthodes où tout était calibré et minuté. Cette considération amenait à voir l'homme comme un accessoire de la machine. Et c'est la machine qui donnait la cadence. L'homme n'était pas du tout vu comme une valeur ajoutée, en fait. On lui disait exactement ce qu'il devait faire, quand il devait le faire, comment il devait le faire. Et tout ça pouvait générer forcément un effet abrutissant, voire même aliénant. Et ça rendait forcément le travail très pénible. Et beaucoup de personnes avaient du mal à comprendre à cette époque-là. Et ce concept théorique lié à la QVT nous amenait des explications. Des explications aussi pourquoi on voyait des comportements contre-productifs dans ces organisations, pourquoi il y avait des pertes d'engagement et pourquoi tout le gain productif grâce à cette méthodologie de production était perdu par les grèves, l'absentéisme, le turnover et tout ce qui venait empêcher le travail, tout simplement. Les premières expériences qui ont permis de comprendre un petit peu ces phénomènes, c'est un effet qui est régulièrement cité dans toutes les cultures scientifiques, c'est l'effet Hawthorne. On a pris l'accent. C'est des vieilles études qui datent quand même de 1928 à 1932. Et justement, l'idée à l'époque, c'était qu'il y avait un bureau qui cherchait à identifier quels étaient les facteurs qui augmentaient la production ou qui allaient la diminuer. Donc, ils ont pris des ouvriers dans une usine d'assemblage de matériaux électriques. Ils ont pris des ouvriers et des ouvrières, parce qu'à cette époque-là, il y avait aussi quelques ouvrières. Et ils ont mis des groupes à part dans ce qu'ils ont appelé une test room. Et ils ont fait varier les temps de pause, ils ont fait varier l'éclairage, ils ont fait varier plusieurs facteurs et ils ont essayé d'identifier quel facteur venait baisser la production, quel facteur venait augmenter la production. Seul le salaire était calculé sur des critères collectifs et non individuels pour faire un paramètre fixe de façon à isoler le facteur salaire et compétitivité. Ce qu'ils sont aperçus, surprise, c'est que quelles que soient les conditions, ils ont enregistré une hausse globale qui était quand même pratiquement de 30% tout au long de l'expérience, même dans des conditions défavorables. Alors forcément, ça posait énormément de questions et c'est là que Elton Mayo et son équipe sont arrivés pour compléter les études et affiner l'analyse et les observations. Il a refait de nouvelles expériences. Et il a décidé de complètement rompre avec l'hypothèse taylorienne du cadencement qui donne le rythme de production. Non, ce n'est pas possible. Il y a d'autres facteurs à prendre en compte. Et il en fit 3 conclusions. C'est-à-dire que l'attention qui était portée au groupe, à ce petit collectif dans la test room, était une source de motivation, en fait. L'estime de soi des ouvrières qui étaient observées a augmenté et la production avec. Le deuxième facteur principal, c'est qu'on les a associés en fait aux objectifs des expériences. On leur a expliqué ce qu'on cherchait à faire. Et ça a créé un phénomène de groupe qui a été bénéfique à la production. Il faut bien noter que dans une des conditions les plus extrêmes, les ouvrières devaient
assembler des matériaux électriques avec la lumière équivalente à l'éclairage d'une nuit de pleine lune, ce qui est assez quand même difficile, parce que généralement on voit en noir et blanc déjà, on n'a même plus perception des couleurs à ce niveau d'éclairage. Et ben, elles ont quand même maintenu les objectifs de production. Donc ça a été vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. Et le troisième critère important, c'est que au final, le chercheur qui était resté présent dans la salle a joué un rôle de leader participatif, parce qu'il a fait participer les ouvrières en fait, à ces objectifs d'expérience, et ça a eu un rôle fort sur ce collectif et sur la production. La dernière expérience qui a été menée, d'ailleurs, pour vraiment pousser le bouchon au maximum, c'est 3 groupes avec des jeunes femmes qui se connaissaient plus ou moins, un groupe avec des femmes prises au hasard qui ne se connaissaient pas et un groupe avec des ouvrières qui se connaissaient. Et là, on a pu voir que le plus productif, c'était des ouvrières qui se connaissaient. Donc, on voit que vraiment l'attention portée déjà dès les années 30 sur le collectif de travail était vraiment important. Et c'est ce qu'on a retrouvé après dans les études qui sont issues d'après-guerre, en 1950, avec cette notion de QVT et d'optimisation jointe. Et tout ça va expliquer aussi pourquoi on s'intéresse de plus en plus à la QVT et qu'à partir de 1972, ça en devient un enjeu essentiel et international. On trouve la première conférence internationale à New York sur la QVT et la décision a été prise de créer un conseil international pour produire de la connaissance. Et donc avec 4 aspects, les 4 aspects que vous voyez à l'écran, qu'on peut regrouper en plus et faire un parallèle aussi avec le changement de point de vue sur la santé qu'a fait l'OMS. À partir de ces années-là, en même temps, on a cessé de considérer la santé comme une absence de symptômes et à la considérer de manière plus globale comme un état complet de bien-être physique, mental et social. Et ces 3 champs-là, on les retrouve dans les aspects de la QVT. Je pense que c'est vraiment un point important qu'il faut garder à l'esprit quand on met en place nos démarches, ces 3 enjeux qui sont donc le physique, le mental et le social. Tout ça contribue à la santé et donc aussi à la qualité de vie au travail. Intéressant aussi que tout de suite après cette conférence, dès l'année suivante, en 1973, la signature du premier accord collectif d'entreprise avec une mention de QVT dans une usine de General Motors, qui faisait face justement à un mouvement social d'envergure avec beaucoup d'absentéisme, de turnover et de difficultés dans le dialogue social. C'était très, très tendu. Et il y a eu un changement de direction. La nouvelle direction a choisi de réorganiser profondément les lignes de production, d'en créer de nouvelles. Et ils ont décidé d'impliquer à grande échelle les salariés dans cette conception et de co-construction d'une nouvelle organisation de travail. Et les résultats ont été bien au-delà des attentes de chacun. Je ne vais pas tous vous les représenter, mais ça a été surprenant et ça a conforté vraiment le choix de dynamiser cette conception de la QVT. Continuons sur le point historique. Tout au long des années 50 jusqu'à aujourd'hui, il faut se rappeler que les enjeux ne sont plus forcément les mêmes. Ça évolue. Les enjeux productifs qui sont écrits là sur la diapo en jaune ont évolué. Les enjeux liés à la santé qui sont donc en blanc et la méthodologie en noir. Tous ces enjeux qui accompagnent l'idée naissante de la QVT sont l'aboutissement de l'idée que toute entreprise peut gagner par ce qu'on appelle une optimisation jointe, c'est-à-dire plus les forces vont se rassembler dans un but commun d'élévation productive de l'entreprise, d'élévation personnelle, d'épanouissement des personnes, et aussi de mise en sécurité et le lien social grâce aussi aux collectifs de travail. Toutes ces causes-là vont vraiment avoir son importance, vont ancrer vraiment la QVT dans les organisations et permettre son développement. Voilà. Et aujourd'hui, ça continue. Donc, les années 2000 et 2020, c'est là qu'on commence à voir l'apparition du document unique qui va répertorier tous les risques professionnels à la santé. Et depuis, à mi-chemin, on a rajouté aussi tous les enjeux liés au RPS. Il n'y a pas que les enjeux physiques qui sont à prendre en compte. Et la période actuelle se caractérise vraiment par des crises successives, on va dire. C'est vraiment un peu peut-être la différence de contexte.
dans les exigences de modernisation, avec la mondialisation, les nouvelles technologies, les productions immatérielles. Maintenant, ce n'est plus de la manufacture, on produit de plus en plus de l'immatériel. Donc, on renouvelle complètement les formes d'organisation avec des flux tendus, des sous-traitances, des entreprises en réseau, comme le réseau Anactara, d'ailleurs, et matriciel. Donc, toutes ces formes de prescription vont changer aussi. On va avoir des engagements plus subjectifs, des collectifs de travail un peu éparpillés, même on peut parler de virtuel avec le télétravail. Et tout ça peut créer des nouvelles tensions, mais ça incite vraiment à se renouveler dans des compromis socioproductifs. Et la QVT est vraiment un concept qui va nous permettre de concevoir ces compromis de façon à ce qu'ils soient surtout équilibrés. Vous allez le voir plus tard, c'est aussi vraiment une question d'équilibre. Maintenant, il est bien aussi important de comprendre, je vous ai parlé un petit peu de RPS, de documents uniques, etc., mais il est bien aussi important de comprendre que la QVT n'a pas pour but de se substituer au RPS. Il s'insère dans toutes ces logiques-là, dans toute cette logique qui va d'un côté à la réparation suite à des traumatismes, des accidents, tout ce qui va être souffrance, burn-out, TMS, etc. Donc là, on est dans une logique de réparation. Quand on va vous parler de RPS, pensez prévention. Il faut agir avant que ça arrive. On n'est pas dans la réparation. Il faut prévenir. Donc là, on va commencer à parler profondément organisation du travail, bien entendu, à remplir le document unique. Tout ça, il faut le mémoriser, il faut suivre l'évolution. Et ensuite, on va parler de QVT quand on va vouloir faire la promotion de la santé. Là, on veut que le travail devienne une source de santé. Je vous l'ai parlé tout à l'heure, des 3 enjeux de santé, santé physique, mentale et sociale. Ça rejoint 3 enjeux au milieu de la QVT. Pourquoi? Parce que travailler dans une entreprise solide, performante, ça assure la stabilité de l'emploi, ça assure un salaire confortable qui nous permet aussi d'avoir une vie confortable. Donc là, on est dans la santé physique. Ça permet aussi d'offrir une activité qui a du sens, de donner un rôle et de s'épanouir aussi, de grandir par l'acquis de nouvelles compétences, par l'expertise qu'on acquiert sur nos tâches. Donc là, on est dans la santé psychique, la santé mentale, et ça donne aussi une utilité sociale, ça renforce le lien collectif, ça crée un collectif. Donc là, on est dans la santé sociale. Ce sont vraiment les 3 piliers de la santé en général, tels que l'a défini l'OMS, et qu'on retrouve aussi dans la QVT. Et tout ça, après, va aussi s'insérer dans les politiques RSE des entreprises plus globalement. Donc, pourquoi parler de ces 3 enjeux et de les remettre tout le temps sur la table? Parce que ce n'est pas évident à comprendre au premier abord. Moi, quand j'ai commencé à étudier la QVT, j'avais du mal un peu à conceptualiser ce qu'on sous-entendait par ces 3 enjeux-là. Ces enjeux donc de travail qui vont donner de l'autonomie à la personne, qui vont permettre le dialogue, qui vont permettre son engagement dans son travail et développer sa santé. Les enjeux sociétaux, donc l'inclusion, la diversité, l'égalité professionnelle, la conciliation des temps de travail, l'environnement, tout ça, c'est très important dans les entreprises. Et bien sûr, les enjeux de marché et économique, les innovations, la compétitivité, les opportunités, le développement de l'entreprise. Ce sont ces 3 piliers-là qu'on peut toujours encore une fois, faire des parallèles avec les 3 piliers de la santé. Et ça permet vraiment de mieux comprendre pourquoi on insiste là-dessus et comment ça va agir sur la QVT. C'est vraiment répartir les efforts de manière harmonieuse et équilibrée, savoir sur quel bouton appuyer, quel bouton tourner, et considérer les outils qui vont nous permettre d'équilibrer ces efforts grâce à des espaces de dialogue, grâce à des comités de pilotage, grâce à des groupes de travail, mais surtout des échanges de pratiques. Et encore une fois, toujours, quel que soit au moment où on en parle, toujours penser ces 3 facteurs-là comme la performance économique, la performance sociale, la performance opérationnelle, la performance économique qui est reliée donc aux enjeux de marché, la performance sociale, donc les enjeux sociétaux, et les enjeux de performance opérationnelle, la qualité de production, la qualité du service qu'on va rendre. Ces 3-là sont reliés pour ce qu'on va appeler une performance globale. Et on voit tout de suite, grâce à cette petite pyramide, que si on met les efforts que sur l'un des 3 facteurs, ça va peut-être monter un petit peu, mais les 2 autres vont tirer vers le bas et on n'aura pas ce qu'on pourrait obtenir en répartissant mieux les efforts, de façon à ce que les 3 facteurs augmentent ensemble de manière équilibrée et le plus haut possible.
Voilà pourquoi on rabâche toujours ces 3 facteurs et qu'à chaque fois que j'interviens dans une entreprise, j'essaie de les expliquer au mieux, car ce n'est pas toujours évident. Et on ne pourra pas aller plus dans le détail au cours de cette sensibilisation-là. Mais à l'occasion, si cette sensibilisation-là, surtout, vous a plu, eh bien, je serais ravi d'aller plus loin, de réitérer l'exercice et peut-être aussi de futures formations. Il faut sur la QVT, il faut compter 2 jours de formation. C'est pour ça que là, en 2 heures, on ne parle que de sensibilisation. Mais pour continuer, concrètement, ça va nous amener à dialoguer, parler du travail. En entreprise, une démarche QVT, ça revient à faire participer celles et ceux qui réalisent le travail, à dialoguer avec eux, à les faire produire, à les faire verbaliser ce qu'ils font, car ce n'est pas toujours évident quand on a des tâches un peu répétitives ou quand on devient vraiment expert de la tâche que l'on réalise, eh ben, on peut avoir des difficultés à l'expliquer. Et du coup, on a une perte d'information, une perte de compréhension qu'on ne voit pas aux étages supérieurs. Et lorsqu'on doit prendre des décisions managériales, on peut avoir des angles morts qui nous font prendre des choix qui ne sont pas les meilleurs. Alors, c'est là tout l'enjeu, après, de favoriser ce dialogue-là pour ensuite produire des expérimentations qui vont faire ressortir ces angles morts, qui vont nous permettre de voir où sont cachés les couacs qu'on n'avait pas observés avant ou qui n'étaient pas observables avant, et de pouvoir rectifier le tir pour que, lorsqu'on opère un changement organisationnel ou une nouvelle manière de faire, on puisse arriver à la fin de l'expérimentation avec quelque chose de viable et pas quelque chose à corriger. Tout ça se fait grâce à un système d'acteurs que le réseau ANACT a vraiment peaufiné au fil du temps par de nombreuses expérimentations, et un système d'acteurs qui va être maintenant bien rodé. On met au centre un comité de pilotage QVT qui va rassembler toutes les informations, qui va permettre de diffuser aussi les informations entre les groupes de travail de manière ascendante pour remonter vers le haut toutes les informations nécessaires à prendre de bonnes décisions et aussi qui vont peser dans les orientations politiques, parce que le rôle de la direction, c'est aussi de développer l'entreprise, de trouver des opportunités, de nouveaux marchés. Et bien, toutes ces informations-là vont peut-être aussi lui donner de la ressource, qui vont après redescendre vers le bas et engager justement tous ces groupes de travail, tous ces travailleurs dans cette dynamique-là. Ensuite, ça va avoir aussi un fort enjeu au niveau de la représentation sociale pour la construction des accords. Les accords vont être beaucoup plus ils seront participatifs, plus ils vont être efficaces et faciles à mettre en place. Et aussi pour les concepteurs, toutes ces informations, je vous ai dit, ça fait remonter des angles noirs, ça fait remonter des choses qu'on ne voit pas forcément, et bien les concepteurs vont pouvoir se rendre compte tout de suite avant la mise en place opérationnelle, surtout grâce aux expérimentations. Et ce correctif avant la mise en place permettra d'éviter les états qu'on retrouve actuellement, où on met, surtout avec les nouvelles technologies, on met en place, on déploie un nouvel outil, mais personne ne sait l'utiliser ou l'utilise à la moitié de ses potentialités, parce qu'il y a plein de couacs, il y a plein de choses qui empêchent le salarié ou celui qui réalise le travail, qui va l'empêcher de s'en servir à 100%, qui va le détourner de sa tâche ou qui ne va pas pouvoir prendre le temps aussi de s'y former, parce que forcément, on est tous avec des emplois du temps très chargés. Donc, grâce à ces phases d'expérimentation, tout ça pourra être pris en compte en amont et déployer une méthodologie efficace tout de suite. La posture des acteurs, chacun dans l'entreprise a à cœur le travail bien fait, la satisfaction du client, le résultat économique. En fait, on l'a tous à cœur. Ce n'est pas des critères qu'il faut opposer. Tout ça s'imbrique, on en discute ensemble et surtout de façon, encore une fois, à travers les 3 enjeux, de manière équilibrée. Et là, on évite les oppositions, on a un but commun de performance globale. Et donc, on ne va pas chercher à attribuer le critère lié aux acteurs, de tout ce qui est santé, c'est le rôle du CSE ou du CSSCT, l'économique, c'est le rôle de la direction, on n'en parle pas avec personne. Non, tous, on doit en parler ensemble de façon équilibrée et harmonieuse. Alors, je sais, j'ai tendance à vendre du rêve. Souvent, on me taxe d'idéaliste en disant que ce n'est pas possible en entreprise, mais vous seriez surpris que quand on arrive à mettre en place ce système d'acteurs-là, ça fonctionne bien. Et c'est vraiment grâce aux expérimentations terrain qu'on a déjà réalisées au sein du réseau ANACT, notamment dans le secteur médico-social, où on a fait énormément de capitalisation de bonnes pratiques et on voit que ça marche.
Donc, je vais continuer à le défendre dans cette optique-là. Concrètement, encore une fois, pour bien comprendre, mettre en place une démarche QVT, c'est mettre en place au final un nouvel outil. Un outil qui nous permet de concevoir un modèle organisationnel participatif qui va miser sur le capital humain, qui va permettre de développer et d'affronter toutes les difficultés que les entreprises rencontrent et que les salariés rencontrent. Et ça passe par 4 grandes étapes. Le cadrage, le diagnostic, l'expérimentation et enfin, l'expérimentation, je vous rappelle, c'est quelque chose qu'on fait en temps réel et qu'on régule en temps réel, c'est-à-dire qu'on lève les couacs dès qu'ils sont repérés, on modifie et on continue l'expérimentation jusqu'à obtenir un modèle efficace que l'on va pérenniser. Et ça se fait grâce au système d'acteurs que je vous ai présenté juste avant, aux groupes de travail qui vont proposer des expérimentations, proposer des nouvelles façons de faire, et ces expérimentations évaluées en temps réel, ce qu'on appelle l'évaluation embarquée. Voilà pour ce que j'avais à dire sur la sensibilisation par rapport à la QVT, d'où ça vient, son concept, pourquoi on parle des enjeux et comment on la met en place en entreprise, pourquoi c'est efficace et pourquoi c'est utile dans les entreprises. Maintenant, si vous voulez bien, je voudrais vous faire passer un petit quiz qui nous permettra d'insister sur les points qui peuvent paraître ambigus. Donc, si vous voulez bien me rejoindre sur Bicast une nouvelle fois, partager la fenêtre Bicast en même temps, que vous puissiez voir. Voilà. Et ça nous permettra aussi d'insister sur quelques points qui peuvent parfois apparaître comme litigieux ou ambigus, on ne sait pas trop. Voilà. Si vous êtes tous prêtes et prêts, je vais commencer. Attention, il y a 30 secondes par question. N'oubliez pas de valider votre réponse. Si vous ne validez pas votre réponse, elle ne sera pas prise en compte. Alors, pour vous, ce souci de la QVT, est-ce avant tout proposer des baby-food, des corbeilles de fruits aux collaborateurs, ou des séances de yoga, de massage? J'aime beaucoup. Mais est-ce que c'est de la QVT? Attention, plus que 9 secondes. Si vous n'avez pas le temps de répondre, ne vous inquiétez pas. On ne vous donne pas une note finale. Le but, c'est de vraiment se mettre d'accord sur ce qui peut paraître ambigu. Eh bien, bravo. C'est une réponse sans faute. Tout le monde a bien compris que la QVT va bien au-delà. Alors, ça ne veut pas dire que mettre une table de ping-pong ou un baby-foot, c'est inutile. Attention. Moi, j'apprécie. Ça peut être agréable. Dans certains contextes, je pense surtout, par exemple, aux personnes qui passent beaucoup de temps à dessiner. Avoir une table de ping-pong permet aussi de relaxer le poignet et c'est un enjeu de santé. Donc, attention les contextes. Mais ce n'est pas ça, faire de la QVT. La QVT, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est toute une démarche pour mettre en place un modèle organisationnel participatif. Question suivante. Les petites structures sont-elles concernées? Plutôt, les petites structures ne sont pas concernées par la QVT. Parce que si je dis mal, ça va vous perturber. Êtes-vous d'accord ou pas avec cette affirmation? C'est vrai qu'on peut se poser la question, est-ce utile de mettre en place un système d'acteurs, peut-être que je voulais proposer dans une entreprise de 10 salariés, là, tout le monde est dans le comité de pilotage, forcément. Plus que 5 secondes. Effectivement, on n'est pas d'accord avec cette affirmation, car oui, elles sont concernées aussi. Même si vous êtes 10 salariés, on met tout le monde dans le comité de pilotage, ce n'est pas grave. Mais encore une fois, le but, c'est quoi? C'est de parler de ce qui va bien, pour le pérenniser, pour le développer, de parler de ce qui ne va pas bien, pour trouver des solutions, expérimenter de nouvelles manières de faire. Et ça, que vous soyez 10, 20, 200, 2000, c'est la même logique. C'est juste après le système d'acteurs qui se complexifie. La QVT pour vous, est-ce parler de stress de façon positive? C'est effectivement quelque chose qu'on peut qui est souvent abordé quand on présente la QVT pour une fois, pour la première fois plutôt. Encore 10 secondes.
Ah, vous voyez, ça commence à être plus ambigu. Effectivement, c'est souvent, malheureusement, utilisé dans du politiquement correct. Souvent, on peut arriver dans une direction qui nous dit « Ah, je ne veux pas qu'on parle de RPS, ça va braquer tout le monde, on va parler de QVT. » Mais attention, c'est une erreur. On ne peut pas parler de l'un pour l'autre. Ce n'est pas efficace. Ça n'empêche pas, lorsqu'on met en place une démarche QVT telle que je vous l'ai présentée, de parler de RPS. Ça peut être un chantier, ça peut être l'objet d'un groupe de travail qui vont travailler sur les RPS, sur sa place dans le document unique, sur l'élaboration d'autres manières d'organiser le travail pour répondre à cette problématique-là, mais ce n'est pas l'enjeu principal. Ce n'est qu'une partie. L'approche est vraiment globale. Question suivante, selon vous, quelle forme de dialogue est privilégiée par la QVT? Si je ne démarre pas l'activité, vous ne pourrez pas répondre, effectivement. De quel dialogue on parle? Est-ce qu'on parle de dialogue social? Est-ce qu'on parle de dialogue professionnel? Ou les deux? C'est encore défilé quelques secondes, mais j'ai mis un peu trop longtemps. On va couper. Alors, les deux, effectivement, ce n'est pas que le dialogue social. Comme je vous ai montré dans le système d'acteurs, vous voyez que le comité de pilotage était au centre, qu'il y avait du dialogue social avec les IRP et donc les instances comme le CSE. Mais attention, ce n'est pas le CSE, le comité de pilotage. Le comité de pilotage va s'occuper aussi bien du dialogue social, donc avec les délégués syndicaux, les CSE ou toutes les personnes représentatives du personnel, mais aussi du dialogue professionnel avec les concepteurs, avec la direction, avec les collaborateurs qui sont au travail. Donc, ça peut être aussi du dialogue professionnel, ça peut être aussi du dialogue informel. On peut, dans certains comités de pilotage, les membres de ce comité-là sont désignés ambassadeurs de la QVT et de manière informelle, lors de pauses, devant la machine à café ou quoi, ils vont parler un petit peu de QVT, répondre à des questions, des interrogations. Donc, c'est vraiment quelque chose de très global. Si notre entreprise est performante, est-ce que les collaborateurs sont globalement satisfaits? Est-ce utile de travailler sur la QVT quand tout va bien? Est-ce qu'on ne va pas se surcharger de travail pour rien? C'est une question qui mérite de se poser quand même. Bravo, effectivement, oui, ça vaut toujours la peine. Comme je vous ai dit, vous avez des informations qui remontent jusqu'à la direction. La direction voit que tout va bien, voit que tout le monde est satisfait. Est-ce que ce n'est pas l'occasion de se diversifier? Est-ce que ce n'est pas l'occasion de saisir de nouveaux marchés, de développer, de s'agrandir? Et bien, tout ça, ça peut se mettre en place grâce à une stratégie QVT. Donc, même quand tout va bien, que tout va mal de toute façon, ça en vaut la peine. Quelles sont les conditions pour se lancer dans une démarche QVT? Là, vous avez 4 bonnes réponses parmi toutes celles qui sont présentes à votre écran. Il faut cliquer sur les 4 bonnes réponses. Attention, plus qu'une seconde. Et oui, voilà, là, ça commence à se... On est sur des ambiguïtés un peu plus importantes. Avoir réalisé l'évaluation des risques professionnels, c'est une obligation réglementaire. De toute façon, on n'a pas le choix. Que la démarche QVT soit là ou pas, ça doit être fait. Et si elle n'est pas réalisée, ça peut être un enjeu de la démarche. Mais du coup,
la démarche peut être faite avant d'avoir réalisé les risques professionnels. Donc, ce n'est pas une obligation, ce n'est pas une condition pour mettre en place la QVT. Donc, considérer le travail comme facteur d'amélioration de la santé, ben oui, ça, il n'y a pas, comme je l'ai dit, hein, les 3 enjeux de la santé, les 3 enjeux de la QVT, les 3 enjeux pour l'entreprise, tout est lié, tout se rejoint. Impliquer les représentants du personnel, ça c'est indispensable, hein, le dialogue social comme le dialogue professionnel, il faut agir dessus. Aider par un conseil extérieur, ça peut être bien, mais ce n'est pas une obligation. Parce que c'est vrai qu'il y a une offre de marché pléthorique maintenant dans la QVT. Des fois, on peut un peu s'y perdre. Donc, ce n'est pas forcément une obligation. Il faut se concentrer sur ses propres enjeux. Ça reste le plus important pour mener la démarche. Mais du coup, ce n'est pas une condition nécessaire pour cette mise en place. Être prêt à modifier nos façons de travailler, ça c'est clair. Il faut être prêt à avoir du changement. Et ça peut accompagner aussi le changement. Quand on participe au changement, eh ben, on est engagé dedans. Et tous les termes qu'on voit apparaître aujourd'hui comme réfractaires, empêcheurs de tourner en rond ou quoi, tout ça après disparaît parce qu'on les inclut dedans. On les fait participer, ils deviennent acteurs et ça change complètement la dynamique. Gérer la démarche QVT comme un mode projet, c'est important parce qu'il y a énormément de choses à faire. C'est une démarche d'amélioration continue et il faut que ce soit structuré avec des étapes, avec un pilotage, etc. On ne fait pas de la QVT quand on a le temps. Il faut que ce soit vraiment structuré et inclus dans les temps de travail. Évaluer les nouvelles façons de travailler et cibler les personnes résistantes. Comme je viens de vous le dire, l'évaluation vise à apprendre en faisant et à mesure les progrès et les apprentissages collectifs. Il ne faut pas que ce soit une approche stigmatisante. On ne cherche pas à dire, oui, lui, il va être pénible, il ne faut absolument pas le mettre dans la démarche QVT parce qu'il va freiner les cas de fer, il va nous empêcher de développer. Non, en rigueur, même, il faut l'inclure dedans parce qu'il amène de la confrontation et la confrontation amène du débat. Alors après, il ne faut pas que ce soit de l'opposition pour de l'opposition. Il faut bien cadrer les règles du discours, mais ça amène de la perspective et les gens les plus réfractaires inclus dans ce système-là se révèlent souvent être force de proposition et de manière de faire innovante. Donc, il ne faut pas les stigmatiser, il faut vraiment les inclure dedans et pas en avoir peur. Toujours à trouver des 4 bonnes réponses. Selon vous, quels sont les sujets plutôt, pris en compte par la QVT? Encore une fois, 4 bonnes réponses à trouver. Encore 24 secondes. Je laisse toujours un petit peu plus de temps, des fois, si vous souhaitez vous relire. 10 secondes. C'est fini. Merci pour vos réponses. Alors, il y a pas mal de bonnes réponses. Hein. Formation, sensibilisation, a fait mouche. Hein. Donc, effectivement, hein, la démarche QVT, ça recouvre 6 grands thèmes hein, qu'on présente systématiquement grâce à une fleur. Par contre, elle ne traite pas directement de la stratégie ou de développement, ni de la politique commerciale de la structure. Ça reste de la prérogative de la direction. On n'en traite pas directement, mais on en traite plutôt indirectement en faisant remonter les informations. Les réflexions relatives au travail des collaborateurs permettent d'agir et de mieux mettre en œuvre ces nouvelles orientations. Mais ce n'est pas un enjeu, ce ne sont pas les enjeux principaux. La QVT doit être lancée uniquement pour résoudre des difficultés dans le travail. Ça, c'est une question qui va, je pense, susciter plus de débats. En tout cas, plus d'écart dans les réponses, peut-être.
Et non, vous avez tous sélectionné la bonne réponse. Félicitations. Effectivement, on n'est pas là pour faire que de la résolution de problèmes. J'estime même qu'il faut trouver un équilibre entre tout ce qui se passe bien et qu'on va essayer de développer et tout ce qui ne se passe pas bien qu'on va essayer de solutionner. Mais il ne faut pas se focaliser que sur ce qui ne va pas. D'abord parce que c'est déprimant, et ensuite parce que ça risque de se transformer au final en bureau des pleurs et ne plus avancer non plus. Donc il faut toujours trouver cet équilibre. Et ça peut être aussi introduit lors des négociations obligatoires aussi, il ne faut pas l'oublier. Ensuite, bientôt fini, plus que 2 questions, je vous rassure. Selon vous, le management joue-t-il un rôle particulier dans la QVT? Encore 10 secondes. Et oui, effectivement, le management est un rouage essentiel, voire même central, pour trois questions. D'abord, en tant qu'acteur intermédiaire entre l'équipe et la direction, il joue forcément un rôle important pour faciliter la mise en place des méthodes de la QVT, comme les espaces de discussion, les expérimentations, la communication, mais aussi en tant que professionnel, car il contribue aux réflexions et aux décisions qui visent à agir favorablement sur le travail et ses conditions de réalisation, bien sûr. Et enfin, en tant que manager d'équipe, ces pratiques doivent être ajustées selon les principes et les valeurs de la QVT. Il ne faut pas que ce soit un manager qui empêche justement le développement de la QVT. Il faut donc qu'il participe à ce partage-là et que ça rentre donc dans le sens des valeurs qu'on veut partager et donc dans ce style de management. Voilà pourquoi le management a aussi un rôle important. Et enfin, dernière question, le lancement d'une démarche QVT nécessite-t-il des compétences spécifiques? Suspense. Vous pouvez répondre. C'est une question peut-être un peu plus difficile. Encore 10 secondes. C'est un peu beaucoup de temps pour celle-ci. Bravo, bravo. Effectivement, on n'en a pas besoin de compétences spécifiques. Ce qu'il faut avant tout, et j'insisterai toujours là-dessus, c'est s'approprier le principe, les enjeux et les valeurs d'une démarche QVT. Donc, même si on peut parler de compétences de base de conduite de projet, elles sont souvent déjà disponibles dans les structures du fait de votre travail. Car vous avez déjà pu mettre en place des projets, expérimenter des façons de faire. Mais dès lors qu'un copilotage, direction, représentant du personnel et donc paritaire est mis en place, la démarche QVT va s'appuyer sur la contribution des managers et des collaborateurs et chacun va apporter son expertise du travail. Donc, il n'y a pas un expert QVT. Vous êtes tous les acteurs du système que je vous ai présenté tout à l'heure vont apporter leur expertise et contribuer à l'émergence de cette démarche QVT au sein des établissements. Ensuite, bien évidemment, des connaissances complémentaires peuvent être apportées par un intervenant extérieur qui peut s'avérer utile forcément grâce à des méthodes participatives, grâce à de nouvelles méthodes de management du travail ou des trucs et astuces. Mais il doit vous accompagner à faire et surtout pas en faire pour vous. Voilà, je suis pile dans les clous, on a fait notre heure de présentation. Merci beaucoup pour votre écoute. Fanny, est-ce qu'il y a quelques questions sur le chat? Il y a une question de M. Laporte qui a demandé
Comment mettre en place un système d'acteurs dans une entreprise de moins de 5 salariés qui correspond au tissu économique de la ville? Ah ben là, ils sont tous les 5 dans le système d'acteurs. Je sais que ça peut être compliqué. Peut-être que tu peux reprendre la parole, Pascal, pour préciser la question. Mais avec grand plaisir. Bonjour à tous. Non, en fait, il faut mettre une démarche QVT dans les petites entreprises. J'ai voté oui dans le quiz, bien évidemment, mais je pense que les outils ne sont pas adaptés, tout simplement. Quand nous, service de santé, on veut faire une sensibilisation sur un risque professionnel qui dure 1 heure, l'employeur, il a vite fait de nous dire, j'ai 4 ouvriers, ça me fait 4 heures de production perdues. Moi, je travaille déjà à 80 heures par semaine. Quand c'est que je vais faire ça? Et voilà, donc je pense tout simplement que les outils qui sont très, très viables pour les grosses entreprises, ils ne sont pas adaptés aux petites entreprises. Il faut trouver d'autres outils pour toucher les petites entreprises. Patrick, si tu veux rebondir. Ouais. Je te rejoins partiellement, en fait, Pascal, parce qu'on a eu pas mal d'expériences, notamment en Pays de la Loire, sur l'intervention dans des boucheries avec 3 salariés. Et du coup, là, on était même carrément dans des structures avec accueil du public, quelque part, et ça fonctionnait. Ça a pu fonctionner. Il faudrait que je puisse retrouver les outils qui avaient été déployés par les collègues, mais ça s'appuyait très, très fortement sur la démarche que Thomas la présente, en fait. Mais adapté sur des temporalités. Au lieu d'avoir une demi-journée, on était sur des sessions de 2 heures, par exemple, ou d'1 heure. Et donc, tu peux toujours trouver des ajustements pour permettre la participation. Et je serais tenté de dire, de toute façon, la boîte qui veut rentrer dans une démarche QVT, si elle veut y rentrer, elle y met les moyens. Moi, je suis assez pragmatique par rapport à ça. Si elle est contrainte et forcée, qu'elle ait 300 ou 300 salariés, elle n'ira pas. Elle n'ira pas ou elle ne mettra pas, elle, les ressources en face. Donc, à partir du moment où on peut considérer que la boîte a un enjeu à y aller, parce que tu as tout un travail sur les enjeux, ce que présentait Thomas au tout début. Est-ce que j'ai un enjeu de performance, un enjeu de santé au travail, un enjeu de conciliation, il fait des promos. À partir du moment où elle veut bosser sur un de ces enjeux, elle sait y mettre les moyens. De la même manière que quand elle veut investir dans une machine, elle sait y mettre les moyens. Je suis un peu radical en me présentant comme ça, mais le lien enjeu-ressources, pour moi, il est le moteur qui fera que, y compris les TPE, pourront y aller. Oh, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, effectivement, et c'est un peu la difficulté que l'on a chez les petites entreprises. On sait très bien, moi je suis plutôt familiarisé avec l'évaluation des risques, mais tout passe par l'employeur. Que ce soit une entreprise de 3 salariés ou de 300, tu as entièrement raison. Si l'employeur a décidé qu'il ne ferait pas, il ne fera pas. Et c'est un peu les enjeux que l'on a sur les petites entreprises pour arriver à les convaincre de dégager du temps qu'ils n'ont pas. Il faut voir aussi que depuis pas mal d'années, avec tout ce que l'on a vécu, le passage aux 35 heures, la crise de 2009, les gilets jaunes, le Covid, les petits employeurs sont des employeurs qui travaillent des fois jusqu'à 100 heures par semaine. Et c'est vrai que ils sont concernés, mais ils ne savent pas comment le mettre en œuvre. Ils n'ont pas le temps de le mettre en œuvre et ni les moyens. Et la volonté de l'employeur, c'est le chaînon central. S'il n'y a pas ça, il n'y a rien. Ouais, complètement. Mais du coup, l'appui d'un tiers, là, qui était dans une des questions de Thomas, dans ces cas-là, l'appui d'un tiers peut être important, et même pour moi primordial, justement pour lui permettre de prendre de la hauteur. C'est toute la problématique. Quand on a le nez dans le guidon, c'est difficile de s'en sortir, et quand on est pris par tous ces enjeux, justement, dans un tourbillon, on a du mal à reposer pied à terre. D'autres questions, Fanny, sur le chat? Non. Est-ce que d'autres personnes vous souhaiteraient prendre la parole? Ah, une question sur le chat. Attention aux espaces de discussion qui ne permettraient pas d'aborder les situations de travail concrètes. Il me semble important de réfléchir au cadre dialogique pour cerner les contraintes et les ressources de l'activité de chacun. Oui, effectivement, ce n'est pas juste se rassembler autour d'une table et tailler la discussion pendant quelques minutes. Un espace de discussion a des enjeux importants qui doivent être cadrés pour développer vraiment la problématique ou le sujet dont on veut parler. Donc, pour tout ça, il y a un magnifique kit qui est à disposition sur le site de la NATARACT, qui répertorie justement comment cadrer un espace de discussion, quel est le rôle de l'animateur, quel est le rôle des participants, comment participer à tout ça, comment faire participer à tout ça, et éviter aussi que ça
que ça aille dans tous les sens. Parce que c'est aussi le risque, hein, c'est que des fois, dans certaines entreprises où il y a un peu de conflit, on va rapporter ça à la personne en disant « ouais, c'est à cause d'un tel, lui, c'est à cause d'un tel ». Surtout, il faut éviter la personnalisation. Ça, c'est aussi un danger qu'on peut retrouver. Clairement, un espace de discussion qui ne traiterait pas de situation de travail, ce n'est pas un espace de discussion. Et un espace de discussion, entre guillemets, de cet ordre, qui serait mis en place dans une démarche QVT, ce n'est pas une démarche QVT. Oui, c'est… Voilà, je pense, sur cette question, en fait, il faut être très… faut être clair. Pragmatique, manichéen, oui. C'est ou c'est pas. Avec toujours un petit peu de rondeur malgré tout, parce que les gens, pour la première fois dans un espace de discussion, n'ont pas nécessairement l'habitude de parler du travail. Moi, j'en ai animé un avec un établissement public il y a 15 jours. Tu as beau remettre la consigne, ce que vous nous faites remonter, vous l'appuyez sur des situations concrètes. Eh bien non, la session post-it, c'était juste de l'anecdote, et après, tu dois aller gratter les situations concrètes. Mais si au bout de 2 ou 3 fois, ça avance, au bout de 2 fois, ça avance pas, et que les gens n'ont pas compris qu'on s'appuyait sur la situation concrète, eh bien, chacun chez soi, les gosses sont bien gardés, quoi. Il y a un moment où tu ne peux pas faire à la place. C'est pour ça, des fois, je propose souvent aussi d'illustrer la situation de travail qu'on souhaite aborder par un petit reportage photo. C'est très efficace parce que ça centre l'attention sur la situation même. Et tu as raison, Juliette, de rappeler aussi le conflit de critères. Hein. Il n'y a pas que des conflits entre les personnes, hein. Il y a aussi des conflits sur les critères d'un travail bien fait. Hein. On n'est pas tous d'accord sur c'est quoi un travail bien fait, c'est quoi les objectifs de performance. Et ça peut être un enjeu, justement, de mise en discussion pour trouver le compromis le plus équilibré qui mettra tout le monde d'accord pour se dire, voilà, à partir de là, on peut catégoriser cette situation de travail comme du travail bien fait. D'autres questions, Fanny ? Oui. Alors, comment peut-on se faire accompagner par l'ARAT dans cette démarche en termes de formation notamment ? On est en train justement de peaufiner notre offre de formation, notamment en matière de QVT, pour inclure aussi les enjeux renforcés par le dernier accord et qui va parler de QVCT, puisqu'on veut recentrer, on veut réinsister sur ce terme de conditions de travail. Hein. L'ambiguïté réside toujours dans le fait qu'on considère la qualité de vie au travail des fois comme une histoire de perception personnelle et du coup, si ça intéresse que la personne, on ne veut pas vraiment s'occuper des conditions de travail, alors que tout l'enjeu est vraiment aussi des conditions de travail. Hein. Comme je l'ai présenté dans cette sensibilisation, tout l'objet des dialogues, c'est comment on travaille, pourquoi on travaille, dans quel sens, en bonne entente. Et donc tout ça rejoint les conditions de travail. Et comment on peut accompagner ? Nous, on peut tout à fait accompagner une entreprise à la mise en place, comme on le fait actuellement auprès du secteur médico-social. On accompagne plusieurs établissements de manière collective. C'est assez intéressant de manière collective, parce que ça crée du partage justement entre les établissements. Des fois, des établissements qui sont un peu isolés, qui ne voient pas comment ça se fait, comment ils font les autres. On les rassemble tous au cours d'une journée. On va discuter lors des différentes étapes, hein, le cadrage, l'état des lieux, les expérimentations. Tout ça sont des étapes fortes où on partage comment on fait, comment font chacun les autres. Ça donne des idées, ça en fait générer d'autres. Donc, ça peut être une bonne méthode aussi à faire dans certaines branches. Hein. Il ne faut pas qu'on se limite au médico-social. Hein. Si vous avez des branches d'entreprise, par exemple plusieurs petites entreprises, hein, que ce soit dans le secteur du commerce, dans le secteur des services à la personne ou autre, il ne faut pas hésiter. On pourrait tout à fait faire des groupes et organiser ça. On peut aussi le faire de manière individuelle. Donc après, c'est à définir. Et enfin, on peut faire des formations sur 2 jours. Comment piloter sa démarche QVT. Je dirais que la formation a une vocation à se modulariser de plus en plus avec la crise sanitaire. Elle est hybridée. Il n'y a pas de nécessité à se taper forcément les embouteillages de Saint-Denis. Oui. Les choses très simplement. Mais voilà, ça nous a fait aussi retravailler ce qu'on pouvait mettre derrière les formations QVT à l'aune de l'impossibilité de se déplacer. Et c'est une autre manière de faire. Peut-être pour compléter aussi ce que disait Thomas, le mot expérimentation est sorti à plusieurs reprises, et expérimentation, il a un mot jumeau qui est le droit à l'erreur, parce qu'on n'a pas nécessairement la bonne manière de faire tout de suite quand on a une idée dans une entreprise, qu'on soit salarié ou dirigeant. Et je pense que c'est quelque chose à garder derrière l'oreille en permanence quand on est sur des projets QVT, c'est qu'on peut penser faire bien, mais si on ne fait pas bien alors qu'on était tous d'accord pour faire d'une certaine manière, il n'y a personne qui est fautif. On ne va pas aller chercher un bouc émissaire et on a juste une fausse bonne idée. Et je pense que c'est excessivement important à garder à l'esprit.
l'erreur fait partie du processus d'apprentissage. Je ne connais pas un enfant qui a pu grandir sans commettre des erreurs dans ses processus d'apprentissage de l'écrit, du calcul ou de quoi que ce soit d'autre. Et ça marche aussi pour les adultes. Quand on veut apprendre une nouvelle compétence, quand on veut apprendre quelque chose, ça passe par des erreurs. Et c'est d'ailleurs pour ça que même des chirurgiens s'entraînent énormément par des simulations avant de faire leur première opération. Je ne pense pas que ça viendrait à l'idée d'une personne de se faire opérer par une personne qui ne s'est jamais entraînée avant. Donc ça marche dans toutes les compétences. Alors, on a plein de questions. Oui. Quel est le cadre financier des accompagnements proposés? Cela peut-il inclure les bénévoles pour les associations? Alors là, le cadre financier va être à construire. Je dirais le plus simple, le plus rapide, une structure a les moyens financiers pour demander un accompagnement de la RAC ou d'un consultant. C'est du contrat direct. Donc ça, c'est une chose qui est très très simple, mais qui coûte des sous. Après, la possibilité de rentrer dans des dispositifs collectifs, on l'a fait avec Thomas, on a construit des actions collectives à destination du sanitaire et du médico-social, où là, on avait des fonds ministériels et où ça coûtait uniquement du temps et de l'engagement aux établissements. Et je réponds au passage à la dernière question, qui était oui, on a du retour d'expérience sur les interventions dans le médico-social, les projets qu'on a menés au national que j'avais construits, on est intervenu dans près de 400 établissements. Donc on a beaucoup même de matériaux. Démarche QVT, sur des aspects expérimentaux, vous avez le Fonds pour l'amélioration des conditions de travail que vous pouvez mobiliser, mais de préférence, mais plus que de préférence, sur des actions collectives, sur les actions de branche, sur les actions de filière. On a des appels d'offres thématiques 2 dans l'année et on a aussi une ligne sur des projets hors appel à projet, donc hors thématique, qui vont plutôt toucher des réalités régionales, des réalités territoriales. Donc ça, c'est une possibilité. Quoi d'autre en termes de financement qui ne me tiendrait pas à l'esprit, pourtant il paraît cher d'argent. Voilà, enfin après, je dirais de l'accompagnement, si vous êtes une branche par la dette, on n'engage pas au nom de la dette, ça se soit très clair. Mais voilà, il y a aussi des opportunités à aller chercher, je pense, chez des financeurs publics. Et puis, se dire que les démarches QVT, c'est à la fois le secteur privé, mais ça peut être dans le secteur public. C'est vrai. Il y en a quand même très besoin aujourd'hui. Autre question, ne faut-il pas, avant de commencer une démarche QVT, faire vivre le plan d'action issu du document unique qui bien souvent s'arrête à son niveau? C'était une bonne question. Je peux être taquin. Je t'en prie. Ça fait 20 ans que je fais ce boulot, des plans d'action DU qui vivent, j'en ai pas vu pléthore, et des plans d'action évalués encore moins. Moi, je l'avais fait, j'ai été dirigeant de structure associative, donc j'étais très bon élève parce que je sortais du oiseau à Nastarac pendant quelques années, donc je savais un peu quoi faire. C'est pas la tasse de thé, on reste malgré tout sur les DU, sur l'obligation réglementaire qu'on va sortir à l'inspecteur du travail quand il pointe son nez. Mais des plans qui vivent, je dirais, si vous avez une démarche QVT qui est bien construite, votre plan il va vivre de lui-même avec peut-être la différence, c'est que le DU est figé à 1 an, plus 1 an. Une démarche QVT, vous êtes dans une logique d'amélioration continue, mais qui doit alimenter votre DU. Donc, si vous rentrez dans une démarche QVT, quelque part, vous rentrez aussi en logique d'amélioration continue dans votre DU, et avec les questions de risque émergent qu'on a pu voir arriver avec le télétravail, tout simplement, qui était considéré comme pas un risque, mais on s'est vite rendu compte qu'il y a une petite explosion des TMS aujourd'hui, et du coup, le plan santé-travail, en discussion, par exemple, remet au bout du jour les troubles musculo-squelettiques. Voilà, donc des expériences de DU. Si on veut réfléchir DU et QVT, ça veut dire qu'on s'embarque dans quelque chose de sympa. Oui, donc ça peut vraiment soutenir cette action. D'autres questions? Si jamais vous souhaitez prendre la parole, n'hésitez pas à lever la main, puis je vous le donnerai la parole. Pour lever la main, vous glissez votre souris vers le bas et vous avez une petite icône normalement. Ou à l'écran, peu importe, un écran. Physiquement là.
Ouais, ma main est plus grosse que celle de l'écran. Non, je rebondis sur ce qu'a dit Patrick, qu'effectivement, il y a pas beaucoup de plans d'action de DU qui vivent. Après, c'est aussi une façon de le présenter aux entreprises. Je sais que nous, bah, on le présente vraiment comme un outil de gestion et surtout pas comme un outil qu'il faut réactualiser une fois par an. Un outil de gestion parce qu'on va pouvoir justement anticiper, on va pouvoir sortir à la fin de l'année si on a fait quelque chose qui permet de trier les investissements sur les années à venir, les plans de formation. Donc, ça peut vraiment devenir un véritable outil de gestion. Encore faut-il le présenter comme ça. Et pour enfoncer le clou, la loi qui est sortie en août sur la modernisation de la santé au travail remet vraiment au centre le document unique, remet le plan d'action même pour les petites entreprises et on voit bien qu'on sort de cette de ça, c'est-à-dire de c'est un document que l'on doit fournir une fois par an, réactualiser une fois par an au cas où l'inspection du travail vient pour que ça se transforme vraiment en un outil de gestion avec un vrai plan d'action. Et ça, je pense que ça, dans les années à venir, avec cette loi qui vient de renforcer ça, ça devrait avoir sa véritable utilité. Et pour compléter ton propos sur la nouvelle loi, je pense qu'elle a aussi un effet sympa, potentiellement autour de la prise en compte de la santé des dirigeants et des indépendances, qui n'étaient pas le cœur de métier, très loin de là, des services de santé. Et je pense que les dirigeants d'entreprise qui vont commencer à réfléchir à leur santé, à part les travaux d'Amaroc à Montpellier, d'Observatoire de la santé des dirigeants, il n'y a quand même pas grand-chose. Je ne crois pas trop à la théorie du ruissellement, mais un patron qui commence à penser à sa santé peut potentiellement commencer à penser à la santé un peu plus de ses collaborateurs. Oui, ça, c'est vraiment un enjeu important parce que j'explique souvent que quand on met en place une démarche QVT, ce n'est pas aussi que pour les salariés, mais c'est aussi pour les dirigeants. Ça doit faciliter la vie à tout le monde et ça doit vraiment servir à tout le monde. C'est pour ça que je parle d'une démarche vraiment harmonieuse et équilibrée dans les efforts. Il faut qu'il y ait une utilité à tout le monde. Y a-t-il encore une question, Fanny? Non. Qui souhaiterait prendre la parole? N'hésitez pas à partager une expérience, partager un vécu. Si jamais vous souhaitez par la suite me reposer des questions, avoir des éclaircissements sur un point, vous pouvez toujours me recontacter. Je vais vous mettre mon adresse email dans le chat. Comme ça, vous pourrez me contacter à tout moment. Donc, si vous me mailez aujourd'hui, je vous répondrai peut-être pas cette semaine, parce qu'on a une grosse activité cette semaine, mais je vous répondrai dès la semaine prochaine. N'ayez crainte. Je vous répondrai, c'est promis. Je ne fasse jamais les mails tant que je ne les ai pas répondus. Pareil, si jamais vous voulez que je vous envoie le petit support que j'ai réalisé à l'occasion de cette sensibilisation, vous m'envoyez un petit mail, je vous le renvoie en retour. Et si vous souhaitez encore plus d'infos, approfondir, n'hésitez pas sur le site Anactarat. Il y a énormément d'informations sur la qualité de vie au travail, énormément d'outils, de supports. Il y a un groupe Veille aussi qui vous donne les dernières informations. Pour les entreprises qui souhaiteraient aussi être mis en relation avec des consultants, le réseau Anactarat a récemment mis en ligne une plateforme qui s'appelle Reflex QVT. Et cette plateforme peut vous permettre d'élaborer un peu plus votre demande et de la transférer à des consultants qui sont inscrits sur cette plateforme. Est-ce que je peux vous la présenter? Je dois la voir ouverte quelque part par là. Je vais la présenter à l'écran dans quelques instants. S'il arrive. L'écran. Voilà, donc sur cette plateforme, les consultants peuvent s'y inscrire pour expliquer leur activité et leur offre de service, et les entreprises aussi pour exprimer leurs besoins grâce à un petit formulaire qui aide justement à formaliser le besoin, à décrire sur ce quoi ils voudraient être accompagnés. Et du coup, ils vont pouvoir être mis en relation avec des consultants du territoire, proche d'eux, parce qu'il y a des recherches géographiques. Sur cette plateforme, vous trouverez aussi des exemples de témoignages, de ressources, des petites animations qui peuvent vous éclaircir sur certains points. Donc surtout, n'hésitez pas à en faire la promotion, à vous y inscrire et ensuite formuler vos demandes. Et encore une fois, si jamais vous avez besoin d'une assistance à quelque moment que ce soit, vous n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail et on verra ensemble comment on peut vous aider.
Je rappelle que ce service de réflexe QVT est un service gratuit pour la mise en relation des entreprises. Il n'y a aucun, mis à part l'inscription, il n'y a rien d'autre à faire au niveau administratif et pas d'argent à verser sur cette plateforme. Eh bien, sur ce, si vous n'avez plus de questions, je regarde des vignettes, personne ne lève la main. N'hésitez pas, si vous souhaitez prendre la parole, c'est le moment ou jamais. Sinon, je vous souhaite une excellente journée et puis au plaisir de vous retrouver lors d'une autre occasion. Au revoir. Belle journée, au revoir. Merci.